L'émotion au Japon alors que l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu en pleine rue ce vendredi. Les institutions européennes commentent à minima la démission du Premier ministre britannique qui avait opté pour une attitude particulièrement combative à l'égard de l'Union. Novak Djokovic défendra son titre à Wimbledon dimanche face à l'Australien Nick Kyrgios. Le Serbe s'est défait du Britannique Cameron Norrie en demi-finale. Quelques heures après l'assassinat de Shinzo Abe, des centaines de Japonais viennent se recueillir sur les lieux de sa mort. L'ancien Premier ministre a été abattu alors qu'il participait à un meeting à Nara, dans le sud du pays. Sur des images de la chaîne de télévision NHK montrant le moment de l'attaque, on voit l'ex-chef du gouvernement debout sur un podium. Une forte détonation retentit. Selon les secours, Shinzo Abe a été atteint de 2 balles au cou. Il a ensuite été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort quelques heures plus tard. Un suspect a été arrêté. D'après les forces de l'ordre, il s'agit d'un homme de 41 ans au chômage et habitant Nara. En ce qui concerne le suspect Tetsuya Yamagami, il a déclaré aux enquêteurs après son arrestation qu'il en voulait à un groupe spécifique et que c'est ce qui l'a conduit à commettre cet acte contre l'ancien Premier ministre Abe, car il pensait qu'il était lié à ce groupe. Shinzo Abe a été celui qui est resté le plus longtemps Premier ministre au Japon, de 2006 à 2007, puis de nouveau de 2012 à 2020. Il avait été contraint de démissionner pour des raisons de santé, mais était resté très influent au sein de la droite japonaise. La chute politique de Boris Johnson au Royaume-Uni provoque dans les couloirs une certaine satisfaction de l'Union européenne. Toutefois, personne dans les institutions n'estime que les derniers rebondissements à Downing Street changeront la donne sur le Brexit. Le départ du Premier ministre britannique pourrait cependant donner une nouvelle impulsion tant les relations entre l'Union et Boris Johnson étaient au plus bas. Il y a 2 aspects. L'un est sa personnalité. Il est inconsistant, il ment, il ne respecte pas les accords. C'est difficile pour tout le monde de négocier avec lui, y compris ses ministres. Il n'y a pas qu'avec Bruxelles. L'autre aspect, il y avait une approche très combative du Brexit, car il avait compris que, pour maintenir le lien entre le Parti conservateur et les électeurs, cela nécessitait une ligne dure sur le Brexit. Il a matérialisé cela en étant le plus agressif possible à l'égard de l'Union européenne. Parmi les successeurs potentiels de Boris Johnson, certains pourraient opter pour une approche pragmatique, mais ce n'est pas le cas pour tous les prétendants à Downing Street. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, est probablement celle qui préfère le plus la confrontation. Ce serait le pire profil pour l'Union européenne. Le meilleur candidat devrait être plus ouvert. Plusieurs pourraient engager un retour à des relations normales. Interrogée par Euronews, la Commission européenne ne souhaite pas faire de commentaires sur la démission du Premier ministre britannique. De son côté, la République tchèque, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, fait part de ses attentes. Du point de vue des relations entre l'Union et le Royaume-Uni, j'espère que cela ne va pas avoir une influence significative sur la situation actuelle. J'espère que le Royaume-Uni respectera le droit international. Une atmosphère de tempête caractérisait les relations entre Boris Johnson et l'Union européenne, et ce depuis son arrivée à Bruxelles comme correspondant pour un quotidien britannique. Il fut l'un des principaux partisans du Brexit et une fois parvenu à Downing Street, il n'a eu de cesse de remettre en cause l'accord de retrait britannique au risque de souffler sur des braises toujours brûlantes. Il ne fait pas bon critiquer la guerre en Ukraine. En Russie, un élu municipal de Moscou a été condamné à 7 ans de prison. Alexei Gorinov, 60 ans et avocat de formation, est accusé d'avoir disséminé des informations mensongères sur l'armée russe en usant, je cite, de ses fonctions officielles. Il est le premier opposant à écoper d'une peine de prison ferme pour ses prises de position contre l'intervention russe en Ukraine. Il va faire appel de sa condamnation. D'autres militants attendent actuellement en détention leur procès. Alexei Gorinov avait été arrêté en avril dernier pour avoir dénoncé lors d'une réunion de quartier l'agression de Moscou contre l'Ukraine où, disait-il, des enfants meurent chaque jour. Depuis le 24 février, date de l'entrée des forces russes en Ukraine, les autorités ont introduit une série de lois pour punir de lourdes peines ceux qui réprouvent publiquement cette attaque.
Ce vendredi marque le 135e jour de guerre en Ukraine où l'armée russe continue de pilonner la région de Donetsk dans l'est du pays. Objectif des troupes du Kremlin, s'emparer de l'ensemble du bassin du Donbass. Les frappes russes dans la région de Donetsk ont fait en 24 heures 6 morts et 21 blessés selon les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne affirme par ailleurs avoir repoussé une tentative d'avancée russe près de Sloviansk, mais reconnaît une progression ennemie au sud de Siversk. Au nord-est, dans la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, les bombardements russes auraient fait au moins 4 morts et 9 blessés parmi les civils en une journée. Dans le sud, les Russes bombardent toujours la région de Mykolaïv et les combats font rage autour de la ville de Kherson. Sur le plan militaire, des sources de sécurité occidentales évoquent désormais de 15 000 à 20 000 soldats russes tués. Les forces ukrainiennes perdraient, elles, chaque jour une centaine de soldats selon Kiev, mais difficile de corroborer ces chiffres. Du côté de la mer Noire, jeudi, l'armée ukrainienne affirmait avoir repris le contrôle de l'île aux serpents. Elle y avait planté son drapeau quelques jours plus tôt à la suite du retrait des forces russes. Mais Moscou affirme avoir pilonné ce petit territoire symbolique, tuant une partie des soldats ukrainiens et faisant fuir les survivants. L'ex-président angolais José Eduardo dos Santos est décédé ce vendredi en Espagne. Accusé d'avoir dépouillé l'Angola pour son enrichissement personnel et celui de sa famille, il était hospitalisé depuis 2 semaines à Barcelone en raison d'un arrêt cardiaque. L'une de ses filles parle de mort suspecte et souhaite une autopsie. Jamais élu directement par le peuple, José Eduardo dos Santos, ancien rebelle marxiste, a régné sur l'Angola d'une main de fer pendant 38 ans. Il arrive au pouvoir en 1979, en pleine guerre civile. Après le cessez-le-feu de 2002, il fait de l'Angola le premier producteur d'or noir du continent, aux côtés du Nigeria. Il ne lâchera plus ensuite le pouvoir. En 2016, il se dit lassé de la politique, alors que la rumeur le dit atteint d'un cancer. Il laisse alors comme promis sa place à son dauphin, João Lourenço. Ce dernier a décrété un deuil national de 5 jours à compter de ce samedi pour honorer sa mémoire. José Eduardo dos Santos avait 79 ans. Les employés des aéroports parisiens ont voté vendredi matin la levée de leur préavis de grève après avoir obtenu des revalorisations salariales. Réunis en assemblée générale, les salariés ont entériné un accord prévoyant une augmentation générale de 3% pour tous les employés du groupe ADP. En 2021, ces mêmes employés avaient accepté de réduire leur salaire pour aider l'entreprise à traverser la crise du Covid-19. L'incendie qui a ravagé 650 hectares de forêt depuis jeudi dans le nord du Gard évoluait favorablement ce vendredi. Le contexte reste cependant à haut risque selon les pompiers. Météo France maintient le Gard en alerte maximale feu de forêt en raison de la chaleur, des rafales de vent et d'une végétation affaiblie par une sécheresse extrême et précoce. Des paléontologues espagnols ont annoncé avoir découvert un fossile d'un hominidé dont l'âge serait à ce stade de 1,4 million d'années. Si la datation est confirmée, il s'agirait du plus vieil humain identifié en Europe. La découverte a eu lieu dans le nord de l'Espagne. L'analyse pourrait permettre d'identifier l'espèce humaine à laquelle appartenait cet hominidé et de mieux comprendre la façon dont l'être humain s'est développé sur le continent européen. Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour sa 8e finale à Wimbledon en venant à bout du Britannique Cameron Norrie en 4-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Le Serbe affrontera dimanche en finale l'Australien Nick Kyrgios, qualifié directement après l'abandon de Rafael Nadal. Kyrgios disputera dimanche sa première finale en Grand Chelem face à Djokovic qui tentera de remporter le tournoi pour la 4e fois de suite, la 7e fois au total. Chez les dames, une finale inédite opposera la Tunisienne Ons Jabeur à la Kazakh Elena Rybakina. Ces deux joueuses n'ont jamais atteint la finale d'un Grand Chelem et n'avaient même jamais passé les quarts de finale, explique le reporter de sport Michael Kern. Pour Jabeur, c'était à l'Open d'Australie en 2020 et pour Rybakina à Roland-Garros en 2021. Ce sera donc un gros match pour les deux joueuses, même si Jabeur a l'avantage d'avoir remporté le tournoi sur gazon de Berlin en préparation de Wimbledon. Mais quelle que soit celle qui s'imposera, il s'agira d'un premier titre en Grand Chelem, ce sera donc forcément un moment spécial. La finale dames se joue ce samedi à Londres, de même que les finales de double.
Le tournoi se conclura dimanche avec le duel Djokovic-Kyrgios.